canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Une image marquante, j'en ai beaucoup parce que je suis dans l'image, tu vois, je fais que ça, je vois des films, je dirais que, je sais pas pourquoi je retiens ça, c'est plutôt l'image, ou plutôt un nombre d'images d'un film qui m'a replongé dans le cinéma algérien, et peut-être qui a été... qui a nourri comme un background, si tu veux, ma réflexion. C'est le film Inland. C'est le film qui m'a replongé parce que j'ai trouvé dans ce film quelque chose qui m'avait saisi, comme avec Omar Gatlatou, par rapport à la période dans laquelle j'ai vu le film. J'ai vu le film, est-ce que je l'ai vu à sa sortie? Peut-être un peu plus tard. Comme Omar Gatlatou, qui m'a sorti des films qu'on faisait avant, qui étaient bien, qui étaient pas bien, qui étaient même très bien, mais qui avaient marqué une rupture par rapport à l'environnement, par rapport à ce que nous vivions politiquement, puisque pour la première fois on entend des jeux à l'écran. Dans Inland, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Inland, c'est un film silencieux pour moi. C'est un film où, peut-être parce que c'est le héros qui est extrêmement silencieux, et ça a vraiment été une rupture avec cette Algérie que j'avais retrouvée et que je trouvais bruyante, qui parlait beaucoup. C'est un peu aussi la mode de tout, hein, pas seulement d'Algérie, mais ce monde moderne qui est vraiment bruyant et qui prête pas à la réflexion, qui permet pas de s'arrêter un peu, d'être en soi. Et voilà, c'est un peu, si tu veux, j'essaye de répondre à ta question, mais je pourrais t'en trouver d'autres, évidemment. Mais par rapport à ce livre, je crois que c'est bien de mettre comme ça en perspective, pour moi, hein, parce que d'abord tout ce que je dis c'est très subjectif, c'est très partiel sans doute, c'est de mettre comme ça en perspective ces deux films, comment ils ont scandé, si tu veux, mon rapport au cinéma. C'est très étrange parce que on va parler du livre et le fait que ce livre à la base découle aussi d'un autre livre que tu avais écrit, il y a dans les années 70, on va en parler, et qui s'appelait En attendant Omar Gatlatou. Et là où je veux en venir, c'est que tu viens de me donner comme une image importante récente, c'est 2006 je crois, si je me trompe pas, 2007 ou Inland, je ne sais plus. Et j'aimerais bien, est-ce que si parce que dans ce livre, il y a la réédition donc En attendant Omar Gatlatou, plus d'autres documents, on va en parler. Il y a une grosse première partie très importante qui s'appelle Sauvegarde. Est-ce que ça aurait pu s'appeler aussi En attendant Inland? Non, parce que là, si tu veux, quand j'ai mis En attendant Omar Gatlatou, ça a été c'était vraiment c'était quelque chose. J'étais dans le bain. Sauvegarde, c'est parce que j'essaye de sauver quelque chose. Tu vois, quelque chose de l'ordre de la mémoire. Je pense que cet ouvrage participe d'un mouvement qu'on pourrait appeler aujourd'hui un peu partout, qu'on voit un peu partout, et qui touche ce que j'appelle les archives inarchivables. Parce que ce sont des archives qui n'ont pas de catégorie bien donnée, qui n'ont pas de lieu pour être reçues, officielles, pour être gardées. Alors si je pense aux archives, c'est pas... Après, c'est parce que, étant donné mon âge, si tu veux, Marguerite Latouche, je l'écris, j'ai 30 ans à peu près. Maintenant, j'ai 83 ans, je suis dans une autre perspective, tu vois. Et sauvegarde, c'est comment sauver cette part de la culture algérienne, de l'Algérie,
qui, au fond, a des difficultés à trouver déjà un titre de catégorie, tu vois. Est-ce que c'est important, par exemple, comme c'est la fin, c'est la conclusion de Sauvegarde, est-ce que c'est important de dire que nous étions dans le désert, que nous allions sur le tournage de l'héritage, que j'étais filmée par André Kovacs, par exemple, si tu vois. Et pourtant, ce sont toutes ces choses qui permettent de définir une époque, de définir une génération, tu vois. C'est cette capacité que nous avions de rêver, mais qui existe toujours d'ailleurs. Mais en même temps que je trouve intéressant de dire aux jeunes aujourd'hui qui nous ont un peu empaillés, qui nous ont un peu... c'est normal, on voit toujours les gens vieux comme des gens qui n'ont pas eu la même vie que toi. Tu vois, tu as des difficultés à penser que ta mère a été amoureuse, tu vois, par exemple, tu vois. C'est toute cette difficulté qu'on a de voir les choses. Et ce que j'ai voulu transmettre, c'est ça, c'est-à-dire au fond cette capacité éternelle de rêve, cette capacité éternelle de la jeunesse, qui existe aujourd'hui, tu vois. Je pense que quand sur le tournage de Abou Leila, il y a dû avoir des moments passionnants, tu vois, qui sont pas dans le film, mais qui reflètent aussi les rapports humains, les rapports entre personnes, qui sont fondamentales quand tu veux comprendre un pays, tu vois. Donc, pour moi, c'était l'idée de sauver quelque chose. Déjà, quand j'étais rentrée en Algérie, j'arrivais plus à retrouver l'Algérie que j'avais laissée, évidemment, c'est normal. La cinémathèque était fermée. Sur le plan politique, c'est très très différent. Et d'avoir écrit ce livre qui s'adresse essentiellement aux jeunes, tu vois, enfin aux gens d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on écrit toujours au présent, même si on emploie le passé, tu vois. Il n'y a pas de vérité du passé. La vérité du passé, c'est celle que tu vis au présent. Donc elle est porteuse du présent, tu vois. Il y a, avant qu'on commence à parler on a commencé à l'évoquer, ce texte Sauvegarde, mais parler de son intériorité, de comment il a été construit aussi, parce que c'est un travail littéraire, et ça c'est important de le préciser. Donc j'aimerais bien t'entendre me parler aussi de comment on écrit ça, comment on écrit ce genre de texte. Avant cela, je voudrais d'abord dire que, en attendant Margaret Lato, Sauvegarde, donc Wassila Tamzali avec comme sous-titre Regard au pluriel sur le cinéma algérien, introduction fragmentaire au cinéma tunisien, ça c'est dans En attendant Margaret Lato, et la Cinémathèque algérienne, laboratoire de la culture postcoloniale. Ce gros livre important, c'est dans une collection qui s'appelle Intilac, et c'est édité entre autres chez Motif. Et peut-être qu'on pourrait commencer par là, déjà. Tu écris dans le texte Sauvegarde, il y a d'abord une rencontre. Il y a une rencontre avec certaines personnes pour que ce livre puisse se créer. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet et cette rencontre-là aussi? Oui, c'est important parce que c'est un premier livre d'une série de livres qui est annoncée, passionnante, un projet qui est financé par des fonds arabes, des fonds français, donc un projet qui est porté financièrement. Et quand elles sont venues me demander, on aimerait bien faire la réédition du livre, c'est Beya Othmani qui me l'a demandé d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi, mais c'est Beya qui me l'a demandé. Il m'a dit on aimerait bien faire la réédition de ton livre. J'ai dit oui, avec plaisir, surtout que les 326 copies que j'avais trouvées dans la cave de l'ENAP, il n'y en avait plus. Je n'en avais plus. Et donc le départ, c'était la réédition d'un livre, comme on fait une réédition de livre. Si le livre en est arrivé là, c'est parce que d'abord, par hasard, j'ai retrouvé toutes mes archives. Il y a les archives du livre, là, on voit bien les feuilles de A4 avec les photos collées. Donc, du coup,
résurgence comme ça de tous ces par exemple la revue Contact que j'ai ici dans cette maison, et plein d'autres choses, plein de photos, etc. J'ai fait ce que je n'ai pas fait dans la première édition du livre, c'est-à-dire En attendant Marguerite Latou, qui est, je ne sais pas si tu te souviens, c'est plutôt une série de textes qui portent sur les films, mais sur l'ambiance qu'il y avait autour des films. C'était ça qui était important pour moi, tu vois. Parce que les films, à part quelques films qui m'avaient vraiment embarqué, comme on peut dire, tu vois. Bon, les autres films, c'était des films qui étaient intéressants, qui étaient émouvants, parce que quand même c'était les premiers films algériens, mais c'était pas des films qui ma formation cinématographique, si tu veux, elle est celle des gens de l'époque, c'est-à-dire c'est Antonioni, toute cette filmographie qui me parlait en tant que femme, tu vois, qui me parlait à ce que j'attendais de la vie, à mes émotions, à mes amours, qui étaient vraiment dans des films dans lesquels je me reflétais, tu vois. Je trouvais des choses, tu vois. Dans les films révolutionnaires, entre guillemets, algériens, ces films qu'on voulait tellement politiques, tu vois, et qui en fait n'étaient pas des films politiques, parce qu'un film politique, c'est pas un film qui parle de la politique, c'est un film qui est politique en lui-même, tu vois. C'est Godard qui dit ça. Hein ? Godard qui disait ça. Oui, c'est Godard qui dit ça. Je fais pas des films politiques, je fais politiquement du cinéma. En fait, je pense que le premier qui a fait un vrai film politique, c'est Marguerite Latou. Il a donné ce regard sur... peut-être Noua, je mettrais Noua aussi. Et Tahia Didou, non ? Non. Tahia Didou, c'est vraiment... c'est un superbe film. C'est pas un film politique, c'est un film qui va nous apporter quelque chose qui a complètement disparu, et en ce sens il est magnifique, c'est-à-dire toute la culture du petit peuple de la Casbah qui a complètement disparu aujourd'hui. Donc il est un vrai témoignage, il est émouvant, il est bien fait, il est baroque parce que il est d'essence baroque. Tu vois, on lui a pas demandé de faire ça, donc il a ajouté des choses qui n'avaient rien à voir avec le film, et qui fait de ce film un objet, un ovni, tu vois. Mais je pense que le premier qui va avoir une pensée politique, une vraie pensée politique, autonome, indépendante, du mainstreaming, de la pensée unique de l'époque, c'est en tout cas le film qui est fini, c'est Marguerite Latou. Le film de Farouk qu'il voulait appeler insurrectionnel, il n'est jamais sorti. Et c'était un regard vraiment politique sur la guerre de l'indépendance. Ensuite, pour moi, Nahla, c'est un film politique. Parce que Nahla va mettre en scène ce naufrage, au fond, dans lequel on n'était pas complètement basculé, mais qui s'annonçait. C'est quand même le dernier film d'une époque, tu vois. Et c'est surtout, toi, le dernier film que tu vois à la Cinémathèque algérienne avant de partir, avant de quitter ce pays. Oui. Pardon. Et il n'est pas dans le premier livre, parce que je n'ai... parce qu'il était sous presse, tu vois. Je l'ai vu la veille de mon départ. Et je me souviens, j'avais fait un interview avec un journaliste, Mouloud Achour. Et il était venu me voir, j'étais chez moi, dans le salon de ma mère, et alors il me dit oui, mais enfin vous parlez du cinéma algérien, mais il n'y a pas de cinéma algérien. J'ai dit, on parle bien de l'industrie algérienne, et il n'y a pas d'industrie algérienne. Vous savez, on n'a pas encore fait un clou avec l'usine de Annaba. Le film de Farouk va rester.
il restera comme un produit, un vrai produit algérien, celui qui parle de nous en ce moment. Et tandis que l'industrie algérienne, elle n'existe pas et puis on l'oubliera. La politique algérienne, vous en trouvez, il n'y en a pas. Et donc le cinéma algérien, il existe parce qu'il y a des films qui vont rester. Donc tu comprends donc parfaitement quand en 2009, les rencontres de Béjaïa montrent à nouveau Nahla à un nouveau public de cinéphiles, de futurs cinéastes aussi, et Nahla qui sera présentée dans une copie de travail, donc pas dans la véritable copie, mais donc tu comprends parfaitement qu'à ce moment-là, il y a une redécouverte de ce film par une nouvelle génération, et cette génération s'en empare de ce film, et aujourd'hui quand on voit par exemple Les Bienheureux de Sofia Diama, il y a dans le film une séquence où Nadia Kassi regarde dans son salon Nahla. Donc tout ça, tu peux comprendre ça. Hassan Fahani qui a travaillé avec Belloufa et tant d'autres exemples. Donc tu peux comprendre que ce film qui a parlé à une certaine génération dans les années 70, la tienne en l'occurrence, la force de ce film, c'est que ça peut parler aussi à une autre génération qui n'a pas vécu ce que vous avez vécu, mais qui de par ce truchement qu'on appelle cinéma, retrouve leur Algérie aussi dans ce film-là. Oui, sans doute que moi, ce qui m'a fait adorer ce film, qui, à l'époque, on était peu à l'avoir vu, à l'avoir soutenu, ce film. Et on était peu à avoir vu dans ce film peut-être ce qui était le plus important, tu vois. C'était un autoportrait. Et c'était un autoportrait d'Alger, tu vois. Les gens ont vu ça, ils te disent, ouais, la guerre, mais c'est pas ça. Le film, c'est vraiment... et puis, il y a quand même cette chose extraordinaire, je sais pas si ça participe de la réponse que je devrais te faire, mais c'est quand même intéressant, tu as dû le remarquer d'ailleurs, que Omar Guetlatou, il tombe amoureux d'une voix, et l'héroïne de Nahla perd sa voix. Et tu sais que dans la voix, c'est l'âme. La voix, c'est l'âme. L'âme, la musique, la voix, tu vois, c'est quelque chose qui est lié à cette peut-être la chose la plus qui touche le plus profond de la subjectivité de la personne qui t'entend, qui t'écoute, etc. Et je pense que ce qui est le grand malheur au fond de la colonisation, ça a été cette perte de subjectivité. Ça a été, je dis comme ça en forme de blague, mais c'est pas une blague du tout, c'est que on nous a mangé notre âme. On nous a mangé notre âme. Et Omar Guetlatou cherche son âme désespérément. Il n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas la force. Et Farouk Belloufa perd son âme. Lorsque, je vais les nommer quand même, Maya Wabadi et Beya Otmani, tu l'as nommé, Léa Morin et Touda Bouanani viennent pour te proposer ce projet, le texte que plus tard tu appelleras Sauvegarde, est-ce que c'était pour toi une évidence de le faire, ce texte? Non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Moi, j'aimerais bien avoir des évidences de cet ordre. J'écrirais davantage. Parce que déjà, je traînais les pieds pour faire une petite introduction. Je suis très paresseuse, j'aime pas beaucoup travailler. Et donc je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse une introduction, quoi. Voilà, je veux pas ne pas faire d'introduction. Puis surtout que Maya m'avait dit, si tu veux, on l'a fait. Tu vois. Alors là, un peu comme un enfant quand on veut lui enlever sa poupée, tu vois. Je me suis dit, ah non, je vais pas me laisser faire l'introduction, écoute. Donc, je me suis attelée à écrire une introduction, comme on écrit une introduction sur la réédition, l'importance de la réédition, le livre qui a disparu, etc., etc. Et mais
puisque maintenant tu écris, tu vas comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que c'est en écrivant que les idées arrivent. C'est pour ça que c'est très important d'écrire, parce que tout d'un coup apparaissent des choses sur lesquelles tu t'étais pas arrêté, quand tu en parles, par exemple, dans une conférence, dans un dîner, dans un interview, etc. En faisant ce texte, je me suis rendu compte que, en réalité, l'intérêt de s'arrêter sur cette histoire, pour aujourd'hui, parce que ce texte est écrit aujourd'hui. Donc c'est pas un texte sur le passé. C'est un texte qui va prendre le passé, qui va l'analyser pour aujourd'hui. Et de montrer comment, dès les premières années 70, autour de la Cinémathèque et autour de l'ONSIC, vont se rassembler deux grandes tendances algériennes, deux visions du monde, et surtout de la culture. C'est-à-dire une culture qu'on va instrumentaliser et dont on va faire une arme de pouvoir, et une culture qui est une culture libertaire, qui va permettre à l'individu d'être ce qu'il n'est pas. Parce que c'est ça la culture, au fond. C'est ce qui me permet d'être ce que je ne suis pas. C'est pas de rabâcher sans cesse pour dire ce que je suis. Et quand j'écris ce texte, je vois tout d'un coup que c'est un élément extrêmement important et d'éclairer pour les gens d'aujourd'hui, d'éclairer ces deux tendances, d'éclairer le tableau, en quelque sorte, tu vois. Et ce tableau, c'est d'un côté la Cinémathèque, qui va survivre, on se demande par quel miracle, et de l'autre côté la SADPEC, de l'autre côté l'ONSIC, qui va être le lieu du pouvoir, avec tout ce que ça comporte comme compromission, comme etc. Et même plus que la compromission, avec ce que peut avoir de dégradant cette gestion, si tu veux, qu'on a connue un peu dans tous les secteurs, d'ailleurs dans tous les secteurs. Je cite, au début je ne voulais pas le faire, c'est qu'après s'impose à toi quelques vérités, et en tant que intellectuel, je pouvais pas les mettre de côté, tu comprends. Par exemple, le traitement d'Assia Djebar, ça c'est incroyable. Le traitement même de Merzag. Je n'étais pas au courant concernant Assia Djebar. J'aimerais bien que tu en parles, parce que ça c'est incroyable. Le traitement de Farouk, bon, ça c'est le pouvoir lui-même, ok. Mais quand tu vois que les cinéastes eux-mêmes, et je leur en veux pas, ils étaient réduits à un destin aveugle. Il n'y avait pas de règles claires, tu vois, qui étaient suivies et acceptées pour cette assurance, pour donner cette assurance. Il n'y avait pas un débat démocratique à l'intérieur de l'ONSIC. Oui, il n'y avait rien de tout ça. Pardonne-moi de te contredire, enfin pas te contredire, mais juste, je comprends, parce que tu as été aussi leur contemporain, mais tu as été témoin, et mais dans ces pages, d'ailleurs, je peux même te le dire précisément, ces pages 72, 73, 74, où tu parles effectivement de ce très beau film d'Assia Djebar, et qui est la Douba des femmes du Mont Chinois. Il faut qu'il passe au JCC, donc c'est un festival, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est les Journées cinématographiques de Carthage, très important festival, et en fait, sous la pression de cinéastes hommes, parce que c'est ça la vérité. Mais ce que je dis aussi dans ce livre, c'est qu'il ne faut pas tout rabattre sur la question patriarcale. Parce que elle existe. Oui, elle existe, mais je pense que s'il y avait eu la moitié de femmes réalisatrices, elles auraient fait la même chose. Elles auraient refusé Assia. Mais oui, mais tu sais, moi je suis féministe, je n'ai pas rien à prouver. C'est pas moi qui vais. D'abord, il faut savoir que quand Assia a présenté son film à la Cinémathèque d'Alger, elle a été chahutée par les femmes. C'est ce que tu dis. Par les femmes. C'est pas les hommes qui ont chahuté. Tu penses bien que pour une fois que les femmes se disputaient entre elles, publiquement, ils sont pas intervenus, ils ont rien dit, tu vois. Ils ont absolument rien dit.
c'est quand même les femmes qui ont reproché à Assia d'avoir fait un film personnel. Comme on a reproché, et tu l'écris, à Alouache, d'avoir fait aussi un film, d'avoir utilisé le jeu, d'avoir fait un film personnel. Oui, tout à fait. Quand il fait cette promenade dans la ville avec le représentant du Pax, qui lui dit bon, tu veux pas nous donner le scénario. C'est le Parti communiste algérien pour ceux qui savent pas. Donc tu veux pas nous donner le scénario, mais raconte-moi au moins l'histoire. Et il lui raconte l'histoire. Il le raconte et l'autre s'arrête au milieu de la rue et lui dit tu peux pas faire ce film. Il lui dit pourquoi? Et tu connais bien Merzak. Quand Merzak te dit pourquoi, il veut pas entendre tes raisons. Tu vois. Ça veut dire que lui, il ne comprend pas, c'est même pas la peine d'essayer de lui expliquer. Il est comme ça, c'est son caractère. Pourquoi? L'autre lui dit, nous, on essaye de montrer le rôle de la jeunesse dans la construction du pays, et toi, tu nous fais un film comme ça. C'est exactement ce qu'on a reproché à Assia Djebbar. De pas avoir parlé de la révolution agraire, de pas avoir parlé, voilà. Et puis, alors c'est d'autant plus sur Assia, tu vois, ça je viens de découvrir maintenant ce petit jeu de mots, si tu veux, c'est que Assia, elle a fait un film sur le silence. Tu vois. Et on est rentré déjà dans une période où on ne sait plus ce que c'est que le silence. On ne sait plus ce que c'est que le silence. On est envahi de slogans, mais nous-mêmes, de discours, d'une idéologie qui n'a plus de sens, si tu veux. On arrive au début des années 80. Chadi va arriver, il va avec une idéologie libérale, et voilà. Ça va être la fin de cette période très idéologique au fond, tu vois, qui nous a quand même empêché de poser les vrais problèmes. Le cinéma indépendant, il est voilà, celui qui arrive, celui qui va arriver, il va d'une certaine manière être le contrepoids ou le contre-champ de cette officialité, hein, voilà. Tous les films, c'était des films sur la guerre, sur la révolution agraire, sur le peuple, sur les paysans. Alors qu'il n'y avait pas de cinéaste paysan. Il n'y a que Tolby, qui est un enfant de la terre, qui va ramener ce film merveilleux, Noah, merveilleux, avec alors lui, il fait du cinéma, c'est un vrai cinéaste. C'est-à-dire que tout va sortir des images, pas seulement de l'histoire, tu vois. Et il va ramener la cruauté et en même temps que l'extrême pauvreté du monde paysan, tu vois. Mais il va faire des images qui sont terribles, qui m'ont rappelé un peu Buñuel mexicain, tu vois. Je crois que c'est des yeux qu'on voit à un moment donné, des yeux de mouton, un truc comme ça. Malheureusement, je l'ai vu qu'une fois, ce film, tu vois. Il est très difficile à voir, mais c'est très intéressant parce que ça fait une belle transition. En tout cas, ce film, on peut le découvrir sur la chaîne YouTube de notre ami Nabil Djedouani, qui a créé les archives numériques du cinéma algérien, donc on peut la trouver là-dessus. Et en fait, ça va me permettre de rebondir, pour le coup, quand tu dis le texte que j'ai écrit, Sauvegarde, ça ne parle pas du passé, ça parle du présent, ça parle d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc je rebondis là-dessus. Page 60, tu écris un moment. À ce jour, toujours dans la première partie, c'est le texte Sauvegarde. À ce jour, et plus que jamais, l'histoire d'amour de l'Algérie et du cinéma circule dans les forums, les festivals, les expositions muséales, grâce à une grande majorité de femmes, au pluriel, chercheurs, archivistes ou tout simplement passionnés. Puis tu ouvres une parenthèse, sans oublier notre ami Nabil Djedouani et son travail sur les archives numériques du cinéma algérien, tu refermes la parenthèse. Là, je rebondis, parce que, et on se le disait hors caméra, je te disais, ce qui m'a énormément surpris dans ce texte, moi je te connais depuis un certain temps, et tu en parles un peu dans le texte, je t'ai connu surtout, et je te connais surtout, pour être quelqu'un qui est toujours porté par ce qui va se passer, par le présent, c'est important. Et tu as la possibilité, c'est toutes ces formes, de pouvoir accompagner des créateurs, des artistes, pour qu'ils puissent concrétiser
leurs rêves, donc qu'ils puissent bien regarder le monde. Par la création des ateliers, par exemple Midi Douche, et puis d'autres occasions par la possibilité, même me concernant, ça a été le cas aussi. Et donc j'ai été très étonné, mais je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça, en fait, et tu es critique de cinéma, t'en parles dans l'interview que tu accordes à Toufik Hakem à la fin, on va en parler de ça aussi. Et j'ai été très étonné, je me suis dit, tiens, elle avait la possibilité, pour le coup, d'être peut-être la seule de sa génération à écrire sur les films qu'elle a découverts quand elle est revenue en Algérie, et donc il lui parle aussi d'une Algérie qu'elle ne connaît plus, mais qu'elle va apprendre à connaître, à retrouver peut-être. Et par exemple, quand je vois juste la parenthèse que tu accordes à Nabil Djedouani, je me dis, tiens, c'est un exemple, Nabil, ça aurait pu être d'autres personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, peu importe, de sa génération. Je me dis, tiens, là, elle avait la possibilité de parler de ça, de ce qu'il est en train de faire au niveau des archives, mais d'autres personnes, bref, des gens du présent. Et je trouve que ça peut être encore... Enfin, je me suis dit, c'est dans ta cohérence intellectuelle, c'est-à-dire de voir toujours ce qui va se passer, de comprendre ce qui s'est passé, et avec ce qui s'est... Le rétroviseur, c'est Serge Danet qui disait ça, avec ce qui s'est passé, de continuer à voir ce qui se passe. Et j'ai l'impression, avec ce texte-là que tu nous offres, où c'est très précieux, très méticuleux, parce que c'est de l'intérieur, c'est subjectif, donc il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses, c'est à ta mère de regarder aussi, de les regarder, de regarder ce monde. Et je lui dis, tiens, moi qui suis d'une autre génération, bizarrement, je pensais que tu allais profiter de cette occasion pour voir aussi comment le monde a évolué à travers le regard de toute cette génération. Alors tu cites des gens, des personnes, bien évidemment, il y a même des textes à la fin du papier, à la fin du livre, ce sont des textes, des papiers que tu avais fait pour le quotidien d'Oran, où tu parles de films récents comme Demande à ton ombre, L'inland, des films de cette fameuse nouvelle génération. Mais c'est ça qu'en fait je ne reproche absolument pas, vu que tu fais ce que tu veux, et c'est tant mieux, mais ce texte-là, est-ce que selon toi, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il parle vraiment du présent. Bon, ce texte-là, je n'aurais pas pu l'écrire en 1979. Donc déjà, ça pose une question de son ancrage au présent. C'est parce que j'ai eu récemment cette expérience à travers une autre forme d'art qui est la forme plastique, si tu veux, et que j'ai approché le monde de l'art comme, c'est-à-dire la forme d'expression d'aujourd'hui, mais c'est le même, que ce soit la cinémathèque ou que ce soit l'art plastique. Pour moi, c'est une expression, c'est ça qui compte, c'est l'expression et qui construit une culture, et c'est ça qui compte, que ça vienne du film ou que ça vienne d'un tableau, c'est exactement la même chose. Donc, connaissant bien ce monde, du coup, ça me permet de voir, d'actualiser mon regard sur ce passé. Si j'ai parlé tellement, si tu veux, des faiblesses des acteurs eux-mêmes, des acteurs de cette vie, en parlant par exemple de certains cinéastes, des salariés de l'ONSIC, tu vois. C'est parce que j'ai été très marquée par cette phrase de Marguerite Mead qui dit que le jour où j'ai compris que j'étais partie de la société dont je parle, j'ai fait un pas en avant. C'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux donner comme contribuer, si tu veux, c'est ça qui me permet, j'apporte une contribution à une lecture d'aujourd'hui. De montrer que même dans cette époque, qu'on avait appelée tellement la belle époque, il y a des erreurs qui ont été faites. D'ailleurs, c'est pratiquement la dernière phrase du livre. C'est-à-dire que de montrer qu'au fond, tout passe par nous, si tu veux, et les problèmes et les solutions. Et quand l'attitude des cinéastes algériens, c'est des hommes, d'accord, mais c'est des cinéastes,
Il y aurait pu avoir des femmes avec eux si elles avaient été salariées. À l'ANSSI, qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'il n'y en avait pas à l'époque. Oui, parce qu'il faut rappeler, je pense qu'il y en a qui ne savent pas, c'est que l'industrie du cinéma algérien, en tout cas de l'après, à partir de la Libération jusque je crois que c'est la fin des années 80, les cinéastes étaient salariés. Oui, ils pouvaient en ne pas 67. ils pouvaient ne pas faire de film pendant 1 an ou 2 ans, mais tous les mois ils avaient un salaire. Ça c'est important de le préciser parce que... Oui, c'est important, c'était un salaire pour le faire, faire attendre. Il y avait... Je rappelle, je décris dans ce livre, tu as dû le remarquer, la grande bagarre, le scandale qu'a fait Bouamari en osant interpeller Lagdar Hamina. Est-ce que je peux me permettre de lire cet extrait-là? Parce que j'avais prévu de t'en parler parce que je vais pas te faire que des critiques. Hein, je pense que tu es une des rares personnes à quand même à dire un peu, comment dire, la position un peu indélicate et inconfortable qu'a occupé Lagdar Hamina dans le cinéma algérien, sans aller trop loin dans les explications. Mais à un moment, tu dis, et ça d'ailleurs c'est par rapport à la sortie par rapport au film d'Asia Djeba, je vais retrouver, parce que c'est important ce que tu écris. Voilà, c'est ça. Tu expliques, donc c'est lors d'une fête, c'est comme alors c'est page 74, et tu expliques c'est la fête du mariage de Costa Gavras et Michel Rey pendant le tournage de Z à Alger, ce soir de septembre 1968, parce que l'Algérie a produit le film de Costa Gavras Z avec Yves Montand. Le matin, donc, je te cite, le matin j'avais été le témoin de la mariée au consulat de France dans une discussion avec Mohamed Lagdar Hamina. Mohamed Bouamari, cinéaste, osa exprimer publiquement des critiques sur le fonctionnement de la production étatique, évoquant certains passe-droits. Et Lagdar Hamina, directeur de l'Office des actualités algériennes, entre parenthèses, remit à sa place, ferme la parenthèse, le réalisateur du film Le Charbonnier, date de 72, et qui a été aussi son assistant, qui a travaillé aussi avec Lagdar Hamina. Et donc, il remet à sa place le réalisateur du film avec arrogance, et tu écris, et cette assurance qui caractérisait assez bien certaines personnes des sphères du pouvoir, l'Algérie leur appartenait. Le cinéaste et ses semblables l'avaient gagné, entre parenthèses, et les autres, c'est-à-dire nous, c'est ce que tu dis, nous, n'avaient qu'à essayer de les déloger. Lagdar Hamina laissait libre cours à cette assurance d'être dans son droit, qui m'avait toujours fasciné chez le personnage et chez d'autres encore. Tout ceci se déroula haut et fort devant l'assemblée des invités. Un silence suivit, la fête reprit. Mais voilà. Voilà. C'est tout. Tu vois, ça c'est inarchivable. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette Algérie, on en parle beaucoup, mais on la connaît peu, en fait. On la connaît peu, tu vois. Parce que tout ça, si tu veux, on revient au film de Merzac, c'est la naissance du sujet, le sujet. Le sujet, c'est l'élément de l'histoire, tu vois. C'est l'élément de l'histoire. D'ailleurs, c'est maintenant comme ça qu'on écrit l'histoire, hein. On écrit comme ça l'histoire. Et dans cette histoire, c'est pas un livre académique, tu vois. C'est un livre qui va donner, peut-être placer le décor dans lequel s'est développé le cinéma. Après, il y a la présentation des films. Alors, juste pour répondre à ta question, pourquoi je suis pas allée sur le présent d'une façon très claire et très... j'aurais pu le faire, mais j'aurais fait un autre livre. Et tout d'un coup, je me suis trouvée devant un texte bâtard. Ce n'était plus une préface, ce n'était pas encore un livre. Et je l'ai dit 2-3 fois à Maya. Je regrette. J'aurais dû faire une petite préface de 15 pages, tu vois, comme on fait. Le livre aurait quand même été important. Et j'aurais dû écrire ce livre. Parce que quand je me lance dans la préface, et
comme quand on se lance dans une affaire d'écriture, on va beaucoup plus loin qu'on le voulait. Tu m'as demandé comment j'ai fabriqué ce livre. Ce livre, il a été reconstruit. C'est pas dit écrit. Il a été reconstruit au moins 3-4 fois. Parce que je perdais tout d'un coup, si tu veux, j'allais trop loin pour le départ. Donc, je revenais sur le départ. Tu vois. Et c'est comme ça que je suis arrivée à cette construction. C'est-à-dire, d'abord raconter l'histoire du livre, tu vois, qui est une histoire en soi, c'est un conte, tu vois. Comment le livre disparaît, revient, disparaît, revient. Comment il va devenir un objet un peu culte, tu vois, dont les gens vont me parler tout le temps, et moi je l'avais plus revu. Comment lui-même il configure ce que on pense de cette époque. C'est pas le livre seulement, ça dépasse le livre. C'est la belle époque, la belle époque. Et là, je reprends, si tu veux, cette phrase très célèbre de Walter Benjamin quand il dit, quand il fait la comparaison entre l'aura et la trace, tu vois. Mm-hmm. Et ça, c'est extrêmement important quand on veut vraiment écrire, tu vois, quand on veut vraiment apporter un témoignage. Parce que je suis passée dans le texte de l'aura à la trace, tu vois. Et la trace, c'est quelque chose qui va me permettre de comprendre. Je peux pas échapper à ce que la trace me dit. Tu comprends? L'aura, je peux rêver avec l'aura, je peux rêver. Mais avec la trace, je suis obligée de décrire la trace. S'il y a des taches de moisissure sur le livre, je suis obligée d'en parler. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, quand je close ce chapitre sur la trace, entre l'aura et la trace, je décide d'habiter un pays et pas une époque. Et à partir de là, je me lance, si tu veux, dans cette aventure sans rien cacher. Il y a un moment, alors il y a plein de dans cette première partie, hein, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu cette première partie, je pouvais en faire un livre de 300 pages. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais que j'ai pas pu faire parce que je suis dans une situation intermédiaire, tu vois. Et puis il y a surtout t'as la possibilité de réhabiliter certaines personnes, certains noms. Je pense par exemple à la personne dont tu Karim Moussaoui. À qui tu Karim. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Bonjour Karim. Non, c'est l'autre. Non, Karim, tu en parles aussi. Non, mais il y a plein de moments comme ça. Tu parles de Carrèche, tu parles aussi de Jean-Michel Arnaud, qui est très important. C'est très important le rôle qu'il a donné son rôle dans la construction de cette cinémathèque algérienne. Ça veut pas dire que tu mets de côté Ahmed Hossein, mais à un moment tu parles, c'est une phrase qui est c'est assez fulgurant, et je me permets, vu que tu parles de subjectivité, mais j'aimerais vraiment, c'est une phrase vraiment très 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 simple et assez courte, où tu parles du fait que tu es adopté et tu passes le plus clair de ton temps dans cette cinémathèque avec plein de personnes, tu fais des rencontres, etc. Et à un moment, tu dis en gros, et ça c'est ce que disait Truffaut plus tard, ou Godard, je ne sais plus. Il disait, on était toujours ensemble, mais finalement on se connaissait pas, on savait pas, on envoyait on parlait jamais de nos amours. Voilà. Et je pense que et le fait que tu t'es permise de le dire, cela me donne le droit de revenir sur cette phrase-là. Du coup, c'est important en fait. Et donc ma question va être très très simple. Tout ce que tu as vécu, ce texte que tu as écrit, quand tu l'écris ce texte, sauvegarde, hein, pas en attendant. Donc c'est un texte dont tu dois revenir sur ce qui s'est passé. Ça va pas être, ça doit être, parce qu'il y a des moments où si tu cites certaines personnes qui ne sont plus de ce monde. Moi, je voulais savoir tout simplement, est-ce qu'à la fin de ce texte, est-ce que tu t'es senti apaisé? Mais je sais pas, j'ai jamais eu, j'avais pas de cause, de raison de pas être apaisé. C'est une période de ma vie qui a été extrêmement riche, qui m'a beaucoup apporté, tu vois.
dans laquelle, d'ailleurs dans une éducation algérienne, je reprends ce passage à la Cinémathèque avec d'ailleurs on aurait même pu mettre, parce que ça fait partie vraiment de la Cinémathèque. C'est vrai que quand je vais à la Cinémathèque, je me rends pas compte, comme cet amour pour l'Algérie, en fermant les yeux sur plein de choses, c'est que j'ai un grand problème, j'ai un trou, tu vois, c'est la mort de mon père, et que je cherche à chaque fois au fond, bon, c'est pas le père que je cherche, mais c'est de retrouver oui, sans doute que c'est ça, apaiser. Non, en finissant, en voyant ce livre, je suis extrêmement fière de l'avoir fait. Et je remercie d'ailleurs Léa et Touda et Maya d'avoir comme moi, si tu veux, pris la chose, se laisser prendre par le jeu. Parce qu'en fait, on s'est laissé prendre par le jeu. C'était pas prévu comme ça. C'était prévu, c'était la réédition, une petite préface, évidemment, avec en essayant de rechercher les photos pour mettre de meilleures photos. Mais il n'était pas prévu ça c'est devenu un livre extrême. Et je le dis sans fausse modestie, c'est devenu un livre extrêmement important. D'abord parce que d'avoir mis ces deux textes en perspective, tu vois, dans les textes d'après, d'ailleurs, dedans, tu dois te souvenir, Mouna me dit dans l'article qu'elle a écrit dans les deux écrans. Oui. Elle dit, on aurait voulu en savoir un peu plus sur pourquoi il y a cette catégorie de, parce que dans dans Omar Guetlatou, en attendant, il y a des chapitres. Oui. Des chapitres. Et des chapitres, mais qui ne sont pas précédés d'une réflexion politique, mais qui placent les films dans un déroulé, qui les met ensemble avec une approche une approche analytique, tu vois. Si j'ai mis tel film et tel film ensemble, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dedans, si tu veux. Par exemple, Zinette, c'est Cinéaste en liberté. Tu vois, il est tout seul, c'est un chapitre tout seul. Et elle dit dans son article que elle aurait aimé savoir si c'est le hasard que j'ai appelé ça, que je sois tombée sur Omar Guetlatou, est-ce que c'est un hasard, tu vois. Bon, pourtant que dans l'article d'Omar Guetlatou, c'est quand même assez clair. Mais là, du coup, ça m'a permis dans ce texte de faire ce que je n'ai pas fait quand je l'ai fait avec l'autre. C'est-à-dire, j'ai fait une série d'articles que j'ai mis ensemble. C'était une imprimerie, l'imprimerie du parti, qui était dirigée à l'époque. J'ai malheureusement pas retrouvé son nom, j'aurais bien voulu retrouver son nom pour parler de lui, parce que c'était un personnage extraordinaire, qui était un passionné de littérature. Et c'est lui qui dirigeait l'imprimerie du parti. Et quand un de mes amis m'a amené le voir, parce que je rentrais de voyage, j'avais fait un petit reportage sur les bijoux, sans arrière-pensée de publier. Et c'est lui qui m'a dit, on va faire un livre. Tu vois. Et quand je dois quitter Alger, parce que je suis nommée à Paris, je prends tous mes articles sur le cinéma, et c'est lui que je vais voir. Je lui dis, écoutez, je pars, j'aimerais faire un livre avec ça. Pour au moins le savoir, qu'il ne se perde pas, qu'il soit d'une certaine manière archivé. Dans un livre, tu vois, parce que les livres, c'est aussi une manière d'archiver des archives inarchivables, tu vois. Et donc, je fais ce livre dans la précipitation, j'ai pas le temps, je change de vie et je m'occupe plus du livre d'ailleurs, tu vois. Et dans ce livre, il n'y a pas d'explication. Ces explications, je les mets dans ça. Mais comme je te disais, et ça c'est très important,
il y a pas, l'histoire est toujours écrite au présent, tu vois. Mais tu as entièrement raison, il aurait fallu traiter du présent. Peut-être avec celui-là, j'ai traité ce passage avec une perspective sur le présent. Le présent, j'aurais dû le traiter avec une perspective sur le futur. Et moi, je serais bien incapable aujourd'hui de dire quel est le futur de l'Algérie d'ailleurs, le futur du cinéma, enfin le futur de, voilà. Pour écrire un livre sur le futur, il faut avoir une bonne dose d'optimisme qui ces derniers temps était un peu, disons, atteint, tu vois. Et c'est bien dommage. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dépasser. La culture, ça doit être vraiment un projet politique, démocratique, libertaire. Mais ça peut pas être seulement un projet indépendant, tu vois. On peut pas. On peut révolutionner la poésie avec un poème, comme a fait Rimbaud, tu vois, et puis partir. Pour révolutionner l'art plastique, le cinéma, il faut des structures, il faut un projet, il faut une éducation, il faut, tu vois. Par exemple, quand je compare notre éducation à nous, du cinéma, et l'éducation des gens d'aujourd'hui, tu peux pas la comparer. On voyait 3 films par jour. Et quel film, tu vois. Et donc, c'était... Donc je pense que dans cette partie-là, c'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que c'était celle qui expliquait le plus le livre qu'elle venir, tu vois. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.